Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano. Allez, encore une petite annonce juste avant de commencer cet épisode. Tout d'abord, je m'excuse, je rencontre véritablement de gros problèmes de connexion en ce moment et je n'ai pas pu participer pleinement à cet épisode. Et puis, vous l'entendrez, il nous manque les quelques premières secondes de l'interview de Katia. Bref, ça enlève juste la présentation de cette athlète extraordinaire, mais ça n'enlève pas tout le reste. Pour le résumer, eh bien, Katia est une athlète suisse qui performe et vous allez entendre pourquoi, comment et quels sont ses conseils. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner dans cet exercice qui n'est plus périlleux maintenant, eh bien Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana, est à mes côtés. Salut Olivier. Salut Armano, salut à toutes et à tous. Et cette semaine, nous avons à nouveau une invitée suisse. Je veux parler aujourd'hui de Katia Char. Bonjour Katia. On a eu un petit peu du mal à setuper le call, mais ça y est, c'est bon, c'est réglé. Donc on va s'en sortir et nos auditrices et nos auditeurs vont avoir la chance de t'entendre t'exprimer. Katia, la tradition dans ce podcast, c'est de tendre le micro à notre invitée pour qu'elle se présente. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur toi? Qui est Katia Char? J'habite ici pour l'entraînement parce que c'est le nouveau centre national de Suisse Triathlon. Et sinon, j'ai toujours aimé faire du sport. J'ai commencé assez jeune, j'ai toujours fait du sport. Je voulais toujours faire comme les grands. Et donc, j'étais assez sportive. J'ai commencé par la gym, la gym du village, ce que tout le monde fait. Et ensuite, il y avait des petits crosses là et du coup j'ai commencé à faire ça et c'est drôle parce que petite anecdote, quand j'ai fait mon premier cross, normalement tous les parents ils allaient avec les enfants et ma maman elle pouvait pas m'accompagner parce qu'elle a mal au genou et alors je suis partie avec une autre maman et et après le milieu du parcours, cette maman elle me dit mais tu sais tu peux courir plus vite si tu veux, le but c'est de gagner la course. Et une fois que je me suis rendu compte, j'ai couru jusqu'à la fin de la course et à la fin, je suis arrivée 4e. Et quand j'ai vu les résultats, j'étais un peu... toutes les trois premières ont reçu une médaille et j'étais un peu fâchée contre ma maman parce qu'elle m'avait pas expliqué que c'était une course. Et à partir de là, elle s'est rendue compte que ouais, j'aimais bien le jeu de faire la course, quoi. Et donc ensuite, j'ai fait plusieurs petits crosses comme ça. Et ensuite, comment je suis arrivée au triathlon? En fait, justement... Attends, et t'avais quel âge pendant cette première course? Je sais pas exactement quel âge j'avais, mais je pense que j'étais assez petite parce que c'est les gyms que tu fais avec les parents. Ouais, ça s'appelle parents-enfants. Et c'est quoi 6 ans ou quelque chose comme ça. D'accord, t'avais 6 ans, oui, parce que pour ne pas comprendre que c'était une course, j'imagine que t'étais quand même assez jeune. Et c'était course à pied, hein, c'est ça? Ouais. Exact. Okay. Et donc ça a été le déclic, c'est ça? À 6 ans, tu t'es dit, ok, bon, en fait, une course, c'est marrant, il faut gagner. Ouais, je pense que j'aimais bien faire la course, quoi. Ok, c'est marrant parce qu'on en parlait justement là dans un épisode il y a pas longtemps avec Loane Duvoisin, qui est aussi une athlète suisse d'ailleurs, qui racontait qu'elle était mauvaise à l'école et que c'était pas forcément... elle se donnait pas à fond et pareil en athlétisme aussi, jusqu'au jour où en fait elle a commencé le triathlon et puis en fait je crois qu'elle a fait 2e sur un triathlon, elle est montée sur le podium et là elle s'est rendue compte, en fait elle a eu un déclic, elle s'est dit la compétition j'aime bien ça et j'ai envie de ressentir ces émotions, etc. Donc ça a vraiment été un déclic et voilà. Et toi, ce déclic tu l'as eu peut-être un petit peu plus tôt, donc à 6 ans tu disais, mais c'est un peu similaire, quoi, c'est marrant. Ouais justement un de ces petits crosses, j'ai rencontré mon premier coach de triathlon, qui a été mon coach pendant 10 ans, en fait. Enfin, ces 10 dernières années, jusqu'en 2021, Marc Rod. Et en fait, c'est lui qui m'a vu à une de ces petites courses, parce que justement, il habite dans le village d'à côté, et sa fille, elle avait presque le même âge que moi, Audrey. Et donc, il m'a proposé d'essayer le triathlon. Et ensuite, là, je devais avoir 10 ans, parce que j'ai fait mon premier triathlon à 10 ans. Et ensuite, j'ai commencé justement là le triathlon.
Ah ouais, j'ai commencé en parallèle aussi la natation parce que bah, je crois que mes parents, ils avaient un peu peur parce que j'ai une grande sœur qui a 6 ans de plus et un grand frère qui a 8 ans de plus. Une fois, on a fait un souper, enfin, ouais, on a été voir nos cousins à Bienne et d'un coup, mes parents, ils m'avaient perdu et j'étais au milieu du lac avec mes petits manchons et mes cousins qui étaient tous plus grands, 10 ans de plus et ouais, là, ma maman, elle s'est dit, OK, il faut qu'elle apprenne à nager. Et donc là, ouais, à 10 ans, j'ai changé de club de natation. Avant, je pense que j'ai fait 2 ans au Lausanne et ensuite je suis allée au Vevey parce que là, il y avait Audrey, justement, la fille de mon coach. Et comme ça, on faisait tout le temps les trajets ensemble jusqu'à l'entraînement, ce qui était sympa. Et ouais, donc j'ai fait 10 ans de triathlon au Triviera, qui était un club vraiment, vraiment chouette. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai continué le sport, c'est parce que j'aimais vraiment bien l'équipe qui était là et tous les gens que j'ai pu rencontrer et tout ça. Et je pense que, bah, mis à part juste le fait que le sport, c'est vraiment chouette de pouvoir rencontrer autant de gens et partager quelque chose, des moments comme ça tous les soirs, ben, c'est vraiment cool. Ouais, donc ça veut dire que là, maintenant, t'as 20 ans et t'as commencé, dans 6 ans, c'était ton premier cross, mais le triathlon, c'était à quel âge? 10 ans, ouais. C'est ça, 10 ans. Donc là, en fait, t'as 10 ans d'expérience en triathlon, là. Oui. Ok, Après, non, mais ce qui est déjà pas mal, tu vois, enfin, je veux dire, bah après, au début, c'est... j'étais avec un petit vélo nul, enfin, Oui, j'imagine, bien sûr. Mais on a tous commencé comme ça de toute façon. ouais. Enfin, il y a très peu de gens qui commencent leur premier triathlon super bien équipés, super Ouais. entraînés et tout. Hein. Je veux dire, c'est rarement le cas. Ça peut arriver, hein, mais c'est assez rare. Mais donc, d'ailleurs, petite parenthèse, je pense que tu es notre invitée la plus jeune sur le podcast. Ok, Je crois qu'on n'a super. jamais eu, on a déjà eu il y avait Julie Molo qui avait 23, je crois à l'époque, Sam Laidlow aussi. Donc il y en a eu quelques-uns, mais je pense que pour le coup, t'es la plus jeune là. Ok, bah j'espère que je vais quand même pouvoir apporter quelque chose. Bah j'ai peut-être un peu moins Ah bah d'expérience dans la bien vie, sûr, mais dans le un autre triathlon, point de je vue, crois. voilà, c'est ça. Et puis le point de vue de la génération Z. Oui. Ok, mais donc c'est vrai que là maintenant t'as 10 ans de triathlon et comment t'as évolué? Ça s'est passé comment ces 10 dernières années? Bon, t'as commencé le triathlon, t'avais déjà eu le déclic, ça faisait 4 ans que t'avais eu le déclic de la compétition. Enfin, comment ça s'est passé? Ça s'est passé comment tes premières compétitions en triathlon? Ouais. Bah les premières compétitions, vraiment juste fait pour le fun et après bah il y avait plein d'autres filles dans mon club du même âge donc c'était vraiment une belle expérience pour moi de pouvoir, enfin juste j'avais trop de plaisir d'aller à chaque entraînement et tout ça. Et moi, j'ai toujours nagé dans un club à côté quand même, du club de triathlon, parce qu'il n'y avait pas assez d'entraînement vraiment de natation. Et je pense que c'est vers mes 12 ou 13 ans où je me suis vraiment focus sur le triathlon. Parce qu'à côté, je faisais encore du ski de compétition, pas mal. Et ouais, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et bah là, je pense à 13 ans, en gros, quand j'ai fini l'école obligatoire, 14 ans, on finit à quel âge? 14 15 ans. Là, je me suis vraiment focus à fond sur le triathlon où j'étais vraiment beaucoup plus motivée. J'ai commencé le gymnase et j'ai fait 3 ans de gymnase en sportif à Lausanne, ce qui était bien là. Donc mes journées, ça se résumait. Le lundi, on est toute la journée en cours. Et ensuite, mardi à vendredi, c'est seulement le matin. Et donc l'après-midi, j'avais les entraînements et ça faisait vraiment des longues journées parce que je partais le matin assez tôt parce que bah justement j'habite un peu dans la campagne donc ça fait bien 40 minutes à 1 heure pour aller jusqu'à Lausanne. Du coup, bah je partais le matin, j'avais les cours et ensuite je restais à midi là, ensuite je nageais l'après-midi. Ensuite, j'avais peut-être encore un entraînement le soir et ensuite ben je rentrais à la maison. Enfin, souvent on venait me chercher. Parce que, ouais, justement, je m'entraînais sur Vevey-Montreux et j'avais l'école à Lausanne. Et faire Vevey-Mézières, c'est vraiment embêtant, transport public. Donc, merci à mes parents qui ont fait taxi pendant 10 ans. Et, ouais, ensuite, il y a eu le coach. Ils se sont rattrapés pour pas t'avoir donné pour pas t'avoir expliqué comment fonctionnait la course, c'est ça? C'était leur manière de se rattraper. Oui, oui, ils se sont plus que rattrapés avec le fil du temps. Ils étaient vraiment à fond derrière moi. Ce qui est bien et des fois,
peut-être des fois ça nous fait un peu oublier que c'est vraiment c'est vraiment moi qui aimais ça, quoi. Et justement, je me suis retrouvée un peu, là, en 2020, il y avait le Covid et justement, j'avais plus le gymnase, enfin, on ne pouvait plus aller en cours et je pouvais plus nager, donc plus d'entraînement vraiment fixe et ouais, j'ai plus que couru pendant 2 mois. Et ensuite, en fait, la saison 2020, c'était vraiment un peu le moment n'importe quoi. Moi, je te rassure, c'était n'importe quoi pour tout le monde. Ouais. Mais du coup, il y a des périodes où je m'entraînais bien, après je m'entraînais de nouveau plus bien, et à la fin de 2020, je commençais plus qu'à faire des sorties, et ouais, à un moment donné, je me suis un peu posé la question, en fait, pourquoi je faisais du sport de compétition. Et ouais, là, je me suis vraiment remise en question et j'avais presque, en fait, j'avais envie d'arrêter. Ou j'ai perdu cette motivation. J'avais plus qu'envie d'être là avec les copains et tout ça. Et pourquoi t'avais perdu la motivation? Parce qu'il y avait plus de courses? Il y avait plus de courses. Je pense que ça, ouais, ça m'a pas mal démotivée. Et je pense que j'ai perdu la motivation parce qu'il y avait plus vraiment d'entraînement avec tout le monde. Et, et ouais, je faisais beaucoup de sorties chez moi le soir, tout ça. Et je me suis dit, bon, en fait, je me suis posé la question pourquoi je fais des compétitions. En fait, moi, je suis pas vraiment quelqu'un où j'ai pas besoin de montrer que je suis meilleure que les autres ou je sais pas. En fait, c'est un peu ça la compétition et tu te dis, mais au final, je me sens assez bien moi-même pour pas avoir besoin de me comparer aux autres et ouais, j'avais un peu tout ce processus en tête et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça en fait? Et j'avais l'impression de le faire au final seulement parce que ça a toujours été comme ça. Et là, en fait, j'étais inscrite à l'armée en sportif d'élite pour la saison 2021 parce que j'avais fini mon gymnase. Et je sais pas si vous savez ce que c'est. En Suisse, on a l'armée suisse qui nous soutient en sportif. Alors, attends, pour le gymnase, pour ceux qui sont pas suisses. Ah, le gymnase, c'est comme le lycée, c'est le bac. Ok, mais donc le gymnase, c'est l'école normale, mais juste avec du sport. Enfin, c'est des horaires aménagés pour que tu puisses faire du sport en parallèle, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, Ok, c'est comme le lycée. d'accord. Et donc là, après, t'as commencé, donc en fait, t'as travaillé à l'armée en tant que athlète élite, ce qui existe aussi en France et en Belgique. Ouais. En fait, on a la période de recrutement qui dure 6 mois, où justement on est là et il y a, je crois, 60 athlètes qui sont sélectionnés dans plusieurs sports. Et justement, là, on était 5 du triathlon. Et justement, on s'entraîne dans le centre. Là, c'était à Macolin. On était 5 triathlètes à s'entraîner ensemble pendant 6 mois. Et ça justement, c'est ce qui a enchaîné la période du Covid. Et c'est là que je me suis un peu retrouvée de nouveau dans le triathlon et que je me suis rendu compte, ça m'a un peu éloignée de tout l'environnement que j'avais l'habitude, qui était un peu la routine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, j'aimais vraiment beaucoup le triathlon. De faire juste que ça, parce que du coup, là, c'était l'opportunité de pouvoir faire que ça. Et ça m'a permis de vraiment me rendre compte que c'est ce que je voulais faire. C'est un sacré pari que tu as pris quand même, parce que sorti du lycée, intégré directement à l'armée avec comme objectif de devenir sportif élite qui représente la Suisse et qui est embauché par l'armée, sans même être certaine que ça te plaisait encore, que tu y trouvais ta motivation, que tu y trouvais un intérêt, c'était un peu risqué, non? Ouais, c'était un peu risqué, mais après, c'est quand même un long processus pour s'inscrire à l'armée. Donc, les premières démarches, je les ai fait quand même 1 an et demi. 1 an et demi avant, justement, le moment où je suis rentrée dans l'armée. Donc, je crois que je me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis dit, ouais, je veux faire que du triathlon. Et je crois que je me suis pas vraiment posé la question ce que ça représentait en réalité. Et je me suis juste lancée comme ça. Et au final, je crois que la vie est bien faite et ça a fait que ça me convient vraiment bien. Et quand quand tu es engagé dans l'armée, t'as des obligations, j'imagine, au-delà de tes entraînements? Justement, quand tu signes le papier avec l'armée, si tu as une blessure ou si tu arrêtes le sport, tu dois quand même continuer, enfin, tu dois quand même servir ton pays. Enfin, et du coup,
continuer les jours d'armée, l'armée normale, pas pour les sportifs. Donc ouais, c'est vraiment un engagement à prendre, quoi. Et ça, c'est quelque chose que t'as déjà fait? Ça t'est déjà arrivé? Ou pas du tout pour l'instant? Toi, tu fais tes entraînements et Non, bah justement, il y a les 6 mois de recrutement et ensuite, chaque année, tu as jusqu'à 130 jours de cours de répétition. Et donc là, bah, moi, c'est compter des jours d'entraînement au centre ou avec ou un camp d'entraînement avec l'équipe nationale ou comme ça. Donc, j'ai encore jamais fait quelque chose de spécial pour l'armée. Mais si j'arrête le sport ou si je suis blessée ou comme ça, oui, je vais devoir faire des jours pour l'armée. Et faire des jours pour l'armée, ça veut dire quoi? Parce que finalement, là, tu as fait ces 6 mois de sélection. Est-ce que vous êtes formé à un métier spécifique ou est-ce que, justement, en cas de blessure ou en cas d'arrêt de ta carrière sportive, tu vas devoir te former au sein de l'armée à une mission, à un poste spécifique? Alors, ce qui est bien pendant ces 6 mois, justement, bon, on apprend un peu des choses de base, mais on fait pas de choses avec les armes ou comme ça parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais on fait justement 2 semaines, un peu un cours JS, ce qui nous permet que si on est blessé, on puisse donner les cours de sport aux soldats d'armée normale. Donc, je pourrais être prof de sport, entre guillemets. Ok, la reconversion est pas encore préparée. Et en général, ça c'est quelque chose qu'on fait. Enfin, ça dépend, hein, mais tu peux effectivement te reconvertir dans plein d'autres choses par la suite. Mais on a l'exemple de Frederik van Leert qui était lui dans l'armée en Belgique et qui a pris sa retraite. C'était il y a 1 an ou 2, je sais plus. Mais donc il s'est retiré du triathlon professionnel et aujourd'hui il est instructeur toujours dans l'armée, quoi. Mais donc il continue là-dedans. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Ouais. Toi, c'est ton objectif aussi, c'est de te dire bon, en fait moi je vais travailler dans l'armée et l'important c'est de continuer là-dedans, ou bien t'as d'autres choses en tête, t'as peut-être envie à un moment de, je sais pas, de rediriger vers autre chose. Après, encore une fois, t'as 20 ans, c'est peut-être encore un petit peu jeune pour se poser ce genre de questions. Là, je pense que t'as encore une belle carrière sportive devant toi. Alors, mon objectif, c'est pas forcément de travailler pour l'armée en dehors vraiment du sport. En ce moment, je commence mon 3e semestre d'économie en unidistance. Ah d'accord, donc tu étudies en parallèle. Ok. Ouais, exactement. Du coup, j'ai quand même, enfin, ça va me prendre 4 ans et demi pour un bachelor, justement en économie et management. Et ensuite, je pense que je vais faire un master. Mais après, je prends les choses une après l'autre. J'ai fait déjà 2 semestres qui se sont plutôt bien passés, mais justement, j'ai remarqué le semestre d'été quand t'as les compétitions et que t'as les examens en même temps, en juin comme ça prend beaucoup d'énergie et tu te rends compte que du coup tu manques quelques séances clés ou enfin tu fais vraiment entraînement étude et tu peux pas être complètement focus pendant l'entraînement et t'es un peu fatigué déjà avant. Et donc ouais, je me rends compte que c'est pas autant facile que ce qu'on croit et et je sais pas à quelle vitesse je vais avancer parce qu'au début je me suis dit ouais, c'est bon, 4 ans et demi, ça je vais faire tout à la suite, même je peux avancer plus vite, donc je me suis dit en 4 ans j'aurais bouclé ça, mais en fait je me rends compte que peut-être je vais plus prendre mon temps et faire en plus d'années. Mais je sais que j'ai toujours ça sur quoi m'appuyer. Et en même temps, ça donne envie, quoi. Enfin, moi, si je pouvais m'entraîner toute la journée, être payé pour ça, et le reste du temps, j'apprends et j'étudie. Moi perso, je cite tout de suite, hein. Ouais, c'est sûr que c'est un bon train de vie là. Je pense que je suis dans la bonne direction, c'est ce qui me plaît, ouais, c'est sûr. Trop cool. Bon, et si on revient un petit peu au triathlon directement, enfin et aux compétitions. Bon, on l'a dit, tu es assez jeune. En général, quand on est jeune, on est sur des efforts un peu plus explosifs, sur des distances un petit peu plus courtes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi tes distances phares pour toi, et sur quel type de compétition est-ce que tu te prépares? Ce qui est assez difficile, enfin là c'est ma 2e année en élite, mais donc je prépare un peu toutes les distances parce que en ce début d'année il y avait beaucoup de distances super sprint, donc qui est 300 mètres natation, 4 km en vélo et
1,5 kg en course à pied. Et avec des finales demi-finales, finales, etc. Donc plusieurs courses. Justement, une course je pense que c'est le format qui me convient le mieux en ce moment, en tout cas. Le super sprint? Ouais, le super sprint. Tu peux rappeler les distances du coup? 300 mètres nagés, 4 km vélo et 1,5 en course à pied. Ou, en fait, des fois, c'est plutôt 5-6 km vélo, ça dépend. Mais ouais, c'est souvent justement plusieurs étapes, plusieurs journées. Et donc, je pense que ça, j'ai fait quelques courses comme ça en ce début de saison et ça m'a vraiment plutôt bien convenu. J'ai fait championne d'Europe U23 à Austin. Donc ouais, c'est quelque chose c'est une distance qui me convient bien en ce moment. Ensuite, il y a le sprint toujours, c'était aussi pas mal de courses en sprint cette année. Et maintenant, les 2 dernières courses qui me restent, en fait 3, mais il y en a 2 encore en distance olympique. Et ça va être un peu plus long pour moi. Je pense que je suis encore un peu moins prête pour les distances aussi longues, mais bon. Je pense qu'il y en a qui doivent rigoler quand je dis aussi longue, mais ouais. Bon. Non, mais enfin, encore une fois, hein, tout est très relatif, mais c'est clair que si toi tu te spécialises sur du super sprint, pour toi la distance olympique c'est un truc, j'imagine que ouais, c'est hyper long quoi. Entre j'en guillemets. ai pas fait beaucoup encore en fait. J'en ai fait. Des distances olympiques, tu veux dire? Oui, j'en ai fait. Ok. 3 jusqu'à maintenant. Ok. Ouais. Et ça se passe comment? C'est un peu difficile au niveau de la nutrition. J'ai un peu peur de prendre des gels. Du coup, je concentre beaucoup de produits dans mes gourdes. Mais je crois que j'ai pas encore tout à fait trouvé la bonne formule. Mais oui, parce qu'un super sprint ou même un sprint, tu t'as pas le temps de prendre quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, ça sert à rien. J'ai une gourde quand même pour prendre un peu sur le vélo, mais pas beaucoup, quoi. Ouais, tu la remplis même pas ta gourde, hein. J'imagine, tu fais, t'as un fond d'eau dans ta gourde, à la limite, juste pour dire, et voilà, quoi. Ouais. Et parce que des super sprints, un super sprint, typiquement, on parle de quoi en termes en termes de durée? Un sprint, en général, les premiers sont aux alentours d'1 heure. Ouais. Un super sprint, c'est environ une demi-heure. Ouais. Ok. Mais donc du coup, comment ça fonctionne les super sprints? Est-ce que c'est c'est juste une course comme ça, ou bien est-ce que c'est un enchaînement? T'as plusieurs courses sur un week-end, etc. Parce que on va y revenir aussi un petit peu, hein, mais t'as participé notamment à la Super League. Super League, c'est ça, c'est des enchaînements de plusieurs courses. En Coupe d'Europe ou les championnats d'Europe, ça s'est passé toujours sur 2 jours. Le jour d'avant, il y a les qualifications et le jour d'après, il y a les finales. Et avec la Super League, c'est tout en un jour. En fait, Super League, c'est super court. C'est 3 fois un super sprint, je dirais. Mais au final, la course, elle dure 1h15. Enfin, en gros, c'est un peu un sprint à la fin parce que on fait tout à la suite où on a peut-être 2 minutes de pause entre les trois stages. Mais ouais, c'est tout enchaîné. Donc c'est le format super sprint, mais enchaîné. Donc, il faut quand même gérer la course et du coup, je trouve que c'est plus un format sprint pour moi. Parce que oui, il faut être hyper explosif au début pour suivre la course. Enfin, tu peux pas commencer à gérer comme un sprint normal. Mais il faut quand même tenir 1h15. T'as des notions t'as du drafting aussi, donc c'est tu dois vite être capable tu dois pas laisser partir le premier groupe de tête dans l'eau pour pouvoir. Ouais. Bon, après c'est hyper court la natation aussi, donc les écarts sont plus petits. Mais justement, il faut direct, tu montes sur ton vélo, faut louper aucune transition, ce qui est vraiment bien. Du coup, ça entraîne beaucoup les transitions. Alors donc tu disais le format Super League pour toi c'est plus comme un sprint parce que ça s'enchaîne. Tu vas nous expliquer un petit peu plus comment ça marche, mais donc la différence entre les championnats d'Europe par exemple et le super sprint, c'est quoi en termes de format? Parce que le championnat d'Europe, t'as dit c'est aussi sur un week-end, donc c'est aussi plusieurs épreuves. Oui, justement, on avait une journée les qualifications et ensuite ils prenaient les 8 meilleurs, je crois, de chaque série et ensuite le lendemain
qui était le samedi, je crois. Il y avait les finales A. Ok, donc c'est un peu comme un tournoi où tu te qualifies et puis t'arrives jusqu'à la finale, quoi. Le tout pendant un week-end. Ouais, en plusieurs. Et j'imagine que pour arriver à ce week-end-là, il y avait déjà des qualifications auparavant? Ouais, exactement. Au niveau national? Ouais. Oui, mais après ça, c'est chaque nation qui regarde comment ils qualifient. Et nous, on avait une course interne, en fait. Ils ont fait une course interne à Sourzé, ici, au centre. Et on a fait aussi un super sprint comme ça, 2 à la suite, en fait, avec une pause de 2 heures entre deux. Ok. Donc ça c'était les qualificatifs et championnat d'Europe du coup vous étiez combien au début? Au début je crois qu'on était 3 séries de 30 à peu près Ok. dans les qualifications. D'accord, donc une petite centaine d'athlètes et puis petit à petit ça se rétrécit et en finale vous étiez? Au final on est 30 justement. Ok. Chaque départ c'est 30 personnes. Ok, très bien. Et toi t'as gagné? En U23, mais justement en fait le start il était mélangé élite U23 et j'ai fait 3e en élite, mais j'étais la première U23. Excellent. En une course double podium, oui. Oui, c'est vrai que c'était un peu spécial, mais c'était chouette. En fait, c'était la deuxième fois qu'ils faisaient ça. 2021, c'était la première fois à Kitzbühel. Et cette fois, la deuxième fois, c'était à Olsztyn, en Pologne. Grosse surprise pour toi ou tu t'y attendais, t'étais confiante? Non, j'étais pas confiante. Bah, quand j'ai regardé la start list, je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a 10 niveaux et donc va falloir performer. Enfin, si t'as toujours un peu vraiment le stress avant la course, moi, à chaque fois quand je regarde la start list avant la course, parce que du coup tu regardes le jour avant qui est passé dans la finale, et ouais, moi ah ouais, va falloir faire une bonne course pour pouvoir avoir un résultat ou enfin un podium. Mais je crois je me focus pas trop sur le résultat vraiment au final. Je me dis bon, on laisse cette start list de côté et juste faut faire ce que je sais faire et le mieux que je peux, quoi. Et ça s'est passé comment cette dernière course du coup? Je suis sortie un peu moyen de l'eau plutôt derrière, mais bon ça c'est souvent mon cas. Et j'ai fait vraiment une transition rapide et j'étais à l'arrière parce que justement le groupe il était vraiment étendu. Et là j'ai direct, je me suis dit, il faut tout essayer. Et j'ai vraiment été direct à fond au vélo pour être en un tour. Il y avait 4 tours en vélo. En un tour, j'étais déjà dans le premier groupe devant. Et ensuite, j'ai pas mal l'idée avec quelques autres filles. Et au dernier tour de vélo, donc le début du dernier tour, j'étais devant et derrière moi, il y a eu quelques filles qui sont tombées. Mais pas juste derrière moi, il y avait un trou. Et justement là, ensuite, le dernier tour vélo, on était 5 filles ensemble. Et ouais, ça s'est joué à la course à pied. Et j'ai juste, j'ai juste tout donné ce que je pouvais. Parce que c'est tellement court que ouais, t'as pas le temps de gérer l'effort. Ah ouais, non, ça c'est clair, c'est à bloc tout le temps, quoi. Parce que tu dis on fait des tours, donc au niveau de l'infrastructure, ça se passe comment? Tu nages, c'est en piscine, c'est dans un lac, ça fonctionne comment? Ouais, c'était dans un lac et c'était vraiment hyper froid. C'était justement en Pologne et il faisait, je crois, 10 degrés ou ouais, il me semble, en dessous de 10 degrés. 10 degrés, c'était la température de l'eau ou de la température extérieure? Non, extérieur. L'eau, elle avait, je crois, 17, 18 degrés. Ouais, c'est ça, parce qu'une eau à 10 degrés, c'est quand même très très froid. Ah, non. Non, mais après, pour moi, c'était quand même vraiment, vraiment froid. Enfin, j'avais la barre sur le front et tout, t'as le choc quand tu rentres dans l'eau. Et ouais, justement, on nageait en néoprène. Ok, donc tu nageais en néoprène malgré le fait que ce soit un peu, donc parce que c'est quand même du temps en transition. Ouais. En même temps, j'imagine que c'était obligatoire avec la température. Après, oui, c'était obligatoire. Il y avait, je pense bien 600, 800 mètres jusqu'à la transition. Enfin, en tout cas, un long bout à courir où là, t'as le temps d'enlever ta néoprène jusqu'au milieu. Et ouais, c'est clair que c'est des choses qu'il faut entraîner pour pouvoir enlever vite la néoprène aussi. Ouais, parce qu'en fait, au plus tu réduis la distance, au plus tu réduis la distance, au plus t'as intérêt à travailler tes transitions, quoi. Tu peux pas. Oui, c'est ça qui fait la différence, quoi. Enfin,
t'as 300 mètres de natation, oui, là, il y a déjà une différence qui se fait un peu, mais tu peux presque déjà un petit peu rattraper en courant jusqu'à la transition ou suivant comment tu fais la transition, quoi. Mhm. Ou tu peux justement louper le groupe parce que tu fais une mauvaise transition. Donc ouais, c'est hyper important. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui change au niveau de la transition par rapport à, je sais pas, les transitions longues? Enfin, tu vois, si tu prends des longues distances, il y en a quand même beaucoup qui aiment prendre le temps de mettre des chaussettes, tu vois. C'est con, hein, mais bon, j'imagine, là, pour le coup, c'est pas le cas. Non, 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 pas du tout. Alors là, enfin, c'est vraiment des transitions que t'entraînes aussi à l'entraînement. On fait ça, tu mets juste, ouais, t'es vraiment hyper rapide. Tu t'entraînes à mettre vite ton casque, tu mets vite les choses dans la box. Aussi, je pense que c'est différent que les trucs longue distance parce que là, on a vraiment une box et on prend pas un petit sac en courant. Ouais, ouais, ouais. Après la transition, t'as direct ton casque sur ton vélo et Bah, comme sur beaucoup de triathlons distance olympique aussi, c'est souvent comme ça aussi. Enfin, t'as ta box et voilà. Mais... exact. Euh, ok, et donc du coup tu montes sur le vélo. Le vélo, c'est pas des vélos de contre-la-montre, hein, un peu comme la distance olympique, c'est des vélos de route classiques sans prolongateur, j'imagine. Enfin, tu roules quand même pas mal en peloton. Ouais. T'as du drafting, etc. Jusqu'à cette année, on a le droit de mettre un prolongateur, mais le prolongateur, il peut pas être plus long que devant les cocottes. Ouais, c'est ça. Et à partir de l'année prochaine, donc 2023, les prolongateurs seront interdits parce en courte distance comme ça, dans les pelotons, je crois, Parce que t'as pas accès aux freins, c'est un quoi. peu dangereux. Enfin, du coup, ils ont changé le règlement maintenant, donc ça sera de toute façon interdit. Après, bah, quand t'es à l'avant du peloton, ou quand justement je rattrape un groupe comme ça, bah, j'essaie quand même de me mettre un peu héros, enfin, en me couchant un peu sur mon le sein, guidon, ouais. avec, mais en tenant quand même sur le côté les cocottes. T'es obligé de les tenir? Parce que ça, c'est quelque chose, par exemple, enfin, l'UCI a interdit ça en cyclisme sur route. Tu peux plus poser tes avant-bras sur le guidon. Tu peux mettre les avant-bras devant, mais tu dois vraiment toujours avoir les mains sur les cocottes. C'est ça, ok. C'est vraiment interdit d'avoir les mains comme ça. Mais bon, aussi, c'est hyper dangereux. Enfin, non, après, ça justifie. Ouais, c'est ça, ça peut justifier. Ça peut tourner mal, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, mais donc ça s'entraîne quand même, parce que aller poser tes avant-bras sur le guidon, mais avec tes doigts un petit peu vers l'extérieur, machin, enfin et même en termes de freinage, c'est vraiment juste pour dire, hein, parce que franchement, tu freines pas des masses, hein, quand t'es comme ça. Si tu dois freiner brusquement, tomber, ça marche pas, quoi. Donc je pense là, ça serait trop tard. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut entraîner. Bah, je l'entraîne aussi pas mal pendant les séries qu'on fait à vélo. Et je reçois toujours des petits commentaires parce que j'ai l'impression, je sais pas, mais j'ai l'impression que les filles, souvent, on est moins focus sur la technique ou genre un peu les détails comme ça, d'être vraiment hyper aérodynamique ou comme ça. Et bah, les gars de mon groupe maintenant, souvent, ils me disent mais t'es pas du tout assez héros, tu pourrais te mettre plus comme ça, comme ça. Et c'est vrai que je pense que les gens de longue distance qui regardent les courtes distances, ils doivent devenir fous en se disant mais comment c'est possible qu'ils soient élites et qu'ils soient autant pas aérodynamiques. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose qui se travaille aussi par rapport à comment t'es avec le ventre, parce que bah, ça plie beaucoup plus le ventre si t'es vraiment en avant, enfin ça dépend quelle position t'as. Mais je pense que ça fait aussi une différence après comment tu te sens pour la course à pied, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas mal entraîner. Et d'ailleurs, un entraînement qui est vraiment clé pour moi, je pense, c'est justement quand on fait les enchaînements vélo, course à pied, où là tu sens vraiment comment ça se passe quand tu te mets en position pliée comme ça sur le vélo et ensuite tu t'enchaînes avec la course à pied. Et toi, du coup, ta stratégie dans ce cas-là, parce que c'est toujours un peu délicat, parce que t'as du drafting et en même temps, bah, si ton groupe il est un peu lent, bah, t'as envie de donner, parfois t'as envie de pouvoir créer la distance, c'est compliqué. Tu fais comment en général? Tu prends la tête du peloton ou t'es plutôt en retrait? T'essayes de rester deuxième ou troisième pour pouvoir quand même rester dans la tête, mais sans trop prendre le vent. Comment ça se passe? Bah, je pense le placement c'est quelque chose d'assez important et qui est difficile et qu'on apprend toujours avec l'expérience. Mais cette année, bah, j'ai pas mal testé de choses et je me suis rendu compte que je pouvais encore assez bien courir en poussant vraiment sur le vélo. Donc ma stratégie en général, c'est vraiment dès que tu montes sur le vélo, il faut pas réfléchir à je me mets dans le groupe, j'attends que quelqu'un travaille parce que
parce que devant ils attendent pas, hein. il faut y aller direct pour pouvoir rattraper le premier groupe. Ouais, bien sûr, si t'es pas, ouais, ça c'est clair, t'essayes de rattraper le groupe de tête, mais je veux dire, si t'es dans le groupe de tête. Si t'es dans le groupe de tête, bah, je pense que ça dépend. Ce qui est important, c'est pas être tout le temps devant, parce que, bah, justement, tu perds beaucoup d'énergie, et si les autres, elles se reposent derrière toi tout le long, bah, je pense que ouais, mais du coup, il y a quand même, tu vois, il y a quand même un moment, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé dans les courses cyclistes, où on est devant, et en fait, les mecs, pendant toute la course, ils se regardent, et ils sont en mode, bon, bah, qui prend le relais, tu vois, et en fait, ça freine un peu tout le peloton, parce que t'as tous les gars derrière qui sont en train de freiner, parce que les mecs devant, bah, ils veulent pas trop pousser non plus, ils sont devant, mais ils ont pas envie d'être devant. En fait, il y a personne qui a envie d'être devant, et donc tu vois, ça crée une dynamique comme ça qui est un peu bizarre, où les mecs sont en train de se regarder en mode, bon, bah, les gars, allez-y, passez, quoi, tu vois, il y a personne qui a envie de passer devant, quoi. Ouais, des fois, c'est vrai que ça arrive. Mais après, je pense qu'en triathlon, il y a quand même un peu, parfois, d'un coup, le groupe s'entend bien et ça donne des relais et puis ça marche bien. Mais c'est vrai que des fois, il y a un peu tout le monde qui se regarde. Mais je pense que le point important, ouais, c'est d'essayer d'être toujours un peu à l'avant du groupe, parce que plus t'es à l'arrière du groupe, plus les relances sont difficiles, et en plus, t'as plus de risques qu'il y ait une chute devant toi. Donc, c'est toujours mieux d'être à l'avant du groupe. Et bah, l'idéal, c'est de pas être tout le temps tout devant, mais d'être ouais, dans la position 3, 4, 5. Et bah, je pense le placement, il est hyper important quand tu sais que tu vas arriver à une partie technique où il y aura plusieurs virages. Bah là, en fait, tu as meilleur temps d'être tout devant et puis de durcir un peu la course pour derrière, et puis de faire des grosses relances. Et ouais, pas trop se poser de questions. Est-ce que là, c'est trop dur, machin, bah ouais, tu fais la course plus dure pour les autres, et bah les autres aussi vont devoir pédaler pour revenir dans les roues après un virage, quoi. Je pense que moi, j'aime pas trop aussi quand il y a tout le monde qui se regarde comme ça, ces situations. Ouais. Je préfère prendre le lead, mais ensuite, je pense qu'il faut quand même réfléchir un peu. Ouais, non, bien sûr, c'est toujours un peu délicat. Faut bien se connaître, et puis connaître le parcours aussi, parce qu'en fait, il y a des, comme tu dis, Ouais, tu vois, il y a des endroits où tu peux vraiment faire des relances et faire une belle échappée. Si tu peux rien faire une échappée, c'est cool, mais bon, si derrière t'as un peloton qui joue vraiment le travail d'équipe, tu vois, et qui se relaye, en fait, ils vont te rattraper, quoi. Et parce que le parcours vélo, du coup, parce que tu disais tout à l'heure, on fait des tours, à la grande différence. Alors ça dépend, même sur de long, parfois t'as des tours aussi, mais bon, c'est à plus grande échelle. Là, si tu fais plusieurs tours de quoi, de 3-4 kilomètres, 5 kilomètres, 6 kilomètres, enfin tu vois, c'est quoi comme distance ton tour? Souvent, je dirais, si c'est un super sprint, le tour il fait 2 kills et tu fais 3 fois ou 4 fois le tour. Si c'est un distance sprint, souvent le tour il fait 5 kills et tu fais 4 fois, donc 20 kills. Et je pense quand c'est olympique, c'est aussi souvent 5 kills le tour à vélo pour en faire 8. Ouais. Bah après bon, distance, parce que distance olympique j'en ai fait pas mal aussi, et en général c'est plutôt une seule ouais. C'est une boucle de 40 km, mais ouais, je pense que ça dépend, mais en ce moment en tout cas pour les circuits élites, ils essayent de faire les parcours toujours plus petits, toujours plus, qu'on tourne plus autour du public pour rendre plus intéressant. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a aussi cette différence entre le niveau élite où t'as envie de donner en fait t'as plus de public déjà, donc t'as envie de donner aussi cette visibilité pour le public, et en même temps c'est aussi une course élite en général c'est des courses fermées où t'as que les athlètes élites qui sont en train de courir, donc t'as pas 500 ou 1000 triathlètes amateurs derrière, et donc t'as pas forcément non plus ces écarts aussi énormes. Tu vois, si tu prends une distance olympique un peu locale, tu vois, organisée par un petit club ou quoi, indépendant, bah oui, tu vas avoir les premiers qui vont être des flèches, mais après t'as les derniers qui vont faire le double du temps, quoi. Ça, c'est des choses que tu vois pas quand t'es sur ce genre de compète. Ouais, souvent c'est des courses organisées au centre-ville, et donc c'est aussi plus difficile de fermer un parcours plus grand que 5 km. Ouais, aussi, bien sûr, il y a aussi c'est clair, il y a aussi les aspects logistiques. Mais donc, du coup, ça fait que si t'as une boucle de 2 km, bah, t'as clairement plus de relance
que sur un truc de, tu vois, que sur une grande courbe je sais pas, si ta boucle elle fait 40 bornes sur un DO, bon, tu peux avoir plus ou moins de virages, hein, mais je veux dire, techniquement, sur 2 kilomètres, t'as quand même plus de virages, quoi. Faut que tu reviennes à ton point de départ. Donc t'as plus de points de relance aussi. Ouais, c'est sûr. Bah, surtout en Super League, en fait, là, les parcours, ils étaient vraiment hyper courts, voire 1 kilomètre, justement, 1 kilomètre, une boucle de vélo. Et là, ouais, c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est que tu remarques que quand t'es derrière, à l'arrière du peloton, c'est même difficile d'arriver devant parce qu'il y a un virage après l'autre. Donc, le temps que tu reviennes dans la roue, il y a un autre virage. Et ouais, j'étais vraiment un peu, un peu choquée ou pas choquée, mais t'as pas le temps. Ouais. T'as pas le temps de réfléchir. Si tu veux aller devant, il faut. Oui, en fait, et je pense que c'est aussi, pour moi, c'est du triathlon qui est plus technique sur la partie vélo, dans le sens où bah tu dois les gérer ces virages, tu dois gérer le peloton, tu dois gérer, enfin tu vois, c'est des choses que t'as pas du tout dans les triathlons longue distance. Parce que triathlon longue distance, bah tu te poses sur ton, tu te poses sur ton contre-la-montre et tu pédales et en fait c'est juste de la gestion de course, donc c'est vraiment plus gestion de ta nutrition, gestion de ta fréquence cardiaque, de tes watts, etc. Et donc c'est très différent là où je pense que quand t'es sur des triathlons courts, il y a beaucoup plus de technique, quoi. C'est comment est-ce que tu vas prendre ton virage pour pas perdre de temps, etc. Comment est-ce que tu vas dépasser dans un virage aussi, c'est des choses, et ça s'apprend, hein. Et je pense que c'est aussi parfois, tu sais, il y a souvent les cyclistes ont parfois tendance à critiquer un peu les triathlètes, à dire, bah, en fait, les triathlètes, ils savent pas rouler à vélo. Bon, c'est pas le cas de tous, mais c'est vrai qu'il y a des triathlètes qui, voilà, ils sont bons, ils savent pousser sur les pédales, tu vois, ils savent envoyer, mais ils ont pas forcément la technique que pourrait avoir un cycliste, parce que le cycliste, bah, il roule en peloton, le cycliste il fait peut-être un peu plus il fait peut-être du VTT, du cyclocross, tu vois, donc il a aussi une aisance sur le vélo que le triathlète a pas toujours. Mais je pense que c'est moins le cas sur des courtes distances. Ouais, je pense maintenant ça s'évolue pas mal et que l'accent est bien, vraiment que ça fait une différence si t'es à l'aise sur le vélo, etc. Après, je pense que aussi que c'est presque plus intéressant pour les populaires d'avoir un tour plus long, justement, parce que tu peux voir plus, enfin, au final, de faire des petits tours, si t'as pas le challenge d'être dans le groupe et genre voir comment ça roule dans le groupe, bah, c'est pas intéressant de faire plusieurs fois une petite boucle, quoi. Enfin, je pense que de faire un long parcours, c'est plus joli. Mais, mais justement, pour les distances plus courtes, Et c'est pour bien. revenir sur cette transition, donc toi, t'arrives sur le vélo, j'imagine tes chaussures, tes chaussures sont déjà sur les pédales avec des élastiques. Oui, exact, ouais. Après, quand tu dois remonter sur le vélo après, enfin, tu vois, parce que parfois on va revenir après sur le format Super League. Tu nous raconteras un peu comment ça se passe, parce que là c'est encore différent, parce que tu es sur le vélo, puis tu cours, puis tu remontes sur le vélo. Donc c'est des formats, t'as pas le temps de remettre tes chaussures avec ton élastique, machin. Mais ces transitions, tu les prépares comment? Enfin, j'imagine ça fait partie de tes entraînements, mais comment ça se passe? Est-ce que t'as peut-être des tips à nous partager dans les gens qui nous écoutent? Il y en a qui font du cours, mais il y en a aussi peut-être qui débutent, qui n'ont pas forcément l'habitude, ou il y a peut-être des gens qui se disent, bah moi j'aimerais optimiser mes transitions, mais je sais pas comment faire. Comment ça se passe? Bah, longtemps, quand j'étais plus jeune, on faisait vraiment des entraînements que transition. Donc, vraiment, il n'y avait pas d'intensité et on faisait juste la course tu t'étais à pieds nus, tu courais jusqu'à ton vélo, tu mets vite le casque, ensuite tu pars avec ton vélo en courant parce que bah faut savoir aussi comment courir avec ton vélo vite, comment sauter dessus, etc. Et ensuite tu reviens, tu mets vite les chaussures, tu reviens, tu renlèves les chaussures, descends et tu mets vite t'enlèves le casque, tu mets vite les chaussures en course à pied. Ça, j'ai fait beaucoup et je pense que ça m'aide encore maintenant. Mais maintenant, ce que j'ai dans tous les jours dans mon programme, c'est surtout des séances dures où justement on a la pression, parce que je pense que ça fait une différence quand tu fais ça à calme, ça va tout seul, tu mets ton casque, t'arrives le clipper direct. Mais quand t'arrives d'un effort en course à pied, bah justement tu sors de l'eau, tu cours jusqu'à ton vélo,
et que t'es hyper essoufflé, d'un coup ça va pas la même chose pour mettre ton casque ou retrouver même ton vélo dans la transition. Et je pense que ça on entraîne beaucoup dans les break sessions en faisant un vélo course à pied, et justement t'as toutes les transitions que tu fais vite en étant essoufflé parce que t'as fait des intensités en course à pied et vélo et course à pied et vélo et course à pied. Ouais, puis il faut vraiment que ça devienne un truc naturel, quoi. Ça doit devenir un réflexe. T'arrives, tu sais que la première chose c'est tu mets ton casque mais tu l'attaches, tu vois, ça c'est encore un truc, enfin c'est un peu une erreur de débutant, tu vois, mais il y a beaucoup de gens, ils arrivent, boum, ils mettent le casque, ils partent avec le vélo et en fait ils se font avoir en sortie de parc à vélo parce que non, votre casque il est pas attaché, vous pouvez pas sortir, tu vois. Et donc en fait t'es là avec ton vélo mais tu peux plus tenir ton vélo parce que tu sais pas faire ton casque à une main, enfin bref c'est compliqué. Et donc faut vraiment que ce soit un enchaînement qui soit hyper fluide, et donc le travailler, le répéter et ce qui est important aussi, c'est d'avoir ces bons réflexes de et c'est peut-être plus pour ceux qui débutent, hein, mais de s'habituer à ce que en fait là il y a une ligne. Tu vois, moi je me souviens, j'ai fait ça à l'époque avec un de mes entraîneurs. Il nous faisait donc courir, histoire qu'on arrive justement un petit peu essoufflé, comme tu dis. Donc vraiment, un méga sprint pour arriver dans l'aire de transition. Et là, il avait mis une ligne par terre, tu vois, avec une craie. Et il a dit, voilà, ça c'est la ligne, les gars, vous montez sur le vélo après la ligne. Mais pas 2 mètres après, pas 10 mètres après la ligne, juste au moment de la ligne, quoi. Comment est-ce que vous faites pour optimiser ça? Et vous montez pas après. Et pareil, quand tu arrives à vélo, tu faisais un tour, je sais pas, t'allais faire 500 mètres à vélo, tu revenais à fond de balle. Comment tu fais pour sauter au bon moment, pas t'arrêter 10 mètres avant la ligne et puis de marcher, mais pas t'arrêter après non plus, sinon t'as une pénalité. Donc c'est des trucs qu'on peut travailler, quoi. Ouais, je pense qu'il faut aussi être un peu près dans la tête. Donc quand tu cours jusqu'à ton vélo, tu as déjà en tête qu'est-ce que je vais faire. Ok, je mets mon bonnet dans la box, je mets mon casque. Enfin, être un peu prêt mentalement pour que sur le moment tu te rappelles de ton automatisme que tu as travaillé à l'entraînement. Je pense que ça c'est aussi quelque chose d'assez important. Ouais, et ça même quand quand t'arrives, tu vois, à la sortie de l'eau aussi, je pense que c'est limite le moment le plus important, je pense, parce que c'est c'est quand même la transition la plus en fait c'est la transition, je trouve que la T1, la première transition, c'est quand même la plus délicate. Parce que tu dois enlever ta néoprène, tu dois mettre ton casque, tu vois, et tu dois être sûr d'avoir ta nutrition sur ton vélo. Si c'est sur du long, si c'est sur du court, t'as un peu moins le cas, mais tu dois sauter sur ton vélo avec tu vois, avec tes chaussures déjà dessus, ou alors courir avec des chaussures, tu vois, avec des cales dans le parc pour ceux qui seraient plus à l'aise de faire ça, même si je trouve que c'est un peu casse-gueule. Mais je trouve que c'est quand même limite plus compliqué celle-là que la deuxième. Ouais, c'est vrai que dans la première transition, t'as un peu plus d'éléments à quoi penser. Surtout si t'as la néoprène, ça c'est clair, ça fait la différence, même si je l'entraîne quand même pas mal. C'est toujours possible que t'as un pied qui coince et que tu dois encore enlever avec la main, etc. Ah ouais, rien que ça, c'est le genre de truc, et ça te stresse, tu vois, tu perds un peu de temps, mais ça te stresse aussi, quoi. Tu vois, t'as le côté un peu, tu te dis, ah bah merde, ça fonctionne pas, tu vois, et là, du coup, tu te mets dans un état, merde, il y a un problème, quoi. Ouais, justement, ouais, c'est drôle, en transition à la Super League, il y a à chaque fois ton manager qui est là et il te crie dessus, et en fait, il faut être hyper calme pour faire une transition bien, et c'est ça, la clé, justement, c'est de pouvoir d'un coup être hyper calme et puis pouvoir direct clipper ton casque. Et je me suis rendu compte, en fait, dès que t'as un élément de stress en plus, ça marche plus comme tu veux, quoi. Donc, du coup, ton coach, il te crie dessus pour te dire de rester calme, c'est ça? Non, c'était aux 2 premières Super League que j'avais fait, enfin, les 2 premiers Londres-Munich. J'avais pas trop encore, ouais, c'était difficile parce que, tout se passe en anglais et tout, donc je lui avais encore un peu rien dit, mais à la 3e Super League, avant, je lui ai dit, mais en fait, il faut qu'il arrête de me crier dessus parce que, justement, genre, je loupe mes transitions parce que je suis stressée et, justement, t'es là, c'est important et du coup, t'arrives pas. Et c'est un peu embêtant, mais du coup, maintenant, les 2 dernières, là, ils me disaient presque plus rien, ou dès que mes pieds étaient dans mes chaussures, là, ils me criaient dessus, mais pas avant, quoi. Ouais, et puis il y a aussi pas mal de petits, parce que tu vois, enfin là, je te demandais un peu quels sont tes tips en transition. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut faire, et surtout à
à la sortie de l'eau, tu sais, moi ce que j'ai l'habitude de faire par exemple, si j'ai une néoprène, ce qui arrive quand même souvent, c'est de venir tirer sur la néoprène au niveau du cou pour faire rentrer de l'eau dans la combinaison. Et comme ça, en fait, une fois que si t'as de l'eau dans la combi, bah après tu peux l'enlever beaucoup plus facilement, quoi. Ouais, ça c'est vrai que dès que t'as de l'eau dans la néoprène, ça s'enlève plus facilement, mais souvent, le temps que tu cours jusqu'à la transition, l'eau, elle est quand même déjà bien partie. Je pense que le plus important, c'est de se lever et commencer à courir, parce qu'il y en a ils se lèvent à peine de l'eau, ils ont encore un peu la tête qui tourne parce qu'ils viennent de se lever, puis ils commencent direct à enlever leur néoprène et voilà, ça devient encore plus difficile. Oui, il faut pas, non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est qu'il faut éviter la cassure de, enfin, tu vois, je marche pour enlever et souvent, tu vois quand même beaucoup de gens qui sortent de l'eau, ils marchent un petit peu, enfin, tu vois, faut partir rapidement mais moi, c'est vrai que moi j'aime bien, du coup, tu vois, je mets de l'eau dans la combinaison, ce qui va me permettre, à minima, d'en pouvoir enlever le haut de la néoprène assez rapidement. Et alors ça aussi c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est première chose qu'ils font, c'est qu'ils sortent de l'eau, ils enlèvent le bonnet et les lunettes. Mais du coup tu fais ça, tu les as dans la main. Mais ça moi je fais aussi. Ah, tu fais aussi toi? Oui. Mais du coup justement. Explique-nous ta technique alors. J'enlève mon bonnet et mes lunettes. Ensuite j'enlève, je détache ma néoprène derrière. Et ensuite quand j'enlève la manche, le bonnet et les lunettes dedans. Enfin du coup je lâche mes bonnets et lunettes dans ma manche. Et souvent, ça tient. Oh, c'est encore jamais tombé chez moi. Ok, non, tant mieux, effectivement. Ensuite, t'as plus besoin de les poser dans le bac séparément de ta néoprène. Ils sont dans ta néoprène. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est une technique. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après, t'as un peu les mains prises, quoi. Ouais, c'est ça. Pour enlever la néoprène. C'est ça. Donc, si ça marche pour toi et que t'as l'habitude de le faire, c'est bien. Mais sinon c'est vrai que de base c'est bien. Éventuellement, première chose à faire, je dirais, c'est quand même remonter les lunettes, parce qu'en général t'as toujours un peu de buée, tu vois pas très bien, donc commence déjà par faire ça. Mais après moi c'est plutôt enlever le haut de la néoprène, et puis après j'enlève mes lunettes et mon bonnet, et comme ça dès que j'arrive dans l'aire de transition, je les jette tout de suite dans le bac ou dans le sac, peu importe, et puis là je peux enlever le reste de la néoprène, quoi. Et alors après, mettre de la vaseline au niveau des poignets, au niveau des chevilles, etc. Bon, c'est des choses qui semblent évidemment très naturelles et évidentes pour beaucoup de gens, mais pour ceux qui débutent, c'est pas toujours le cas. Donc ouais, je crois la vaseline, c'est quand même un automatisme que j'ai pas encore forcément. Ah voilà, comme quoi on peut être championne d'Europe et faut trouver quelqu'un qui te le met, et si le coach il est à un autre endroit et qu'il est pas vers toi comme ça, et ou que t'as pas ta vaseline avec parce que t'as déjà posé toutes tes affaires juste avant le départ. Et moi je vais pas risquer forcément de mettre de la vaseline avec mes mains, sinon j'en ai plein les mains, quoi. Et ça c'est pas bien pour nager, ça. Mais donc c'est pas forcément évident même. Pourquoi tu dis c'est pas bien pour nager? Si t'as de la vaseline sur les mains, après tu glisses dans l'eau. C'est bien de glisser dans l'eau, non? Non. Oui, c'est bien de glisser devant, mais quand tu prends ton appui, si ta main elle glisse, je sais pas vraiment si ça fait une différence pour prendre l'eau, mais je pense que de toute façon ça fait une différence. Tu sens pas l'eau la même chose, et je pense que Ok, d'accord. Je t'avoue que j'étais pas allé jusqu'à j'avais pas poussé la réflexion jusque là. Mais ah oui, si je peux te donner un tips aussi, ce que je fais souvent à la transition, quand je pose mes affaires dans la transition, justement je me remémorise tout en tête, comment ça va se passer, et aussi je vais à l'entrée de la transition et je mémorise où est mon vélo, où je regarde pour visuellement vraiment avoir l'endroit où est le vélo. Et je refais une fois, je remets vite mon casque et je remets vite mes chaussures, et ensuite je pose toutes mes affaires. Ok, donc pour les transitions, d'accord. Est-ce que t'as d'autres conseils, des trucs auxquels on doit faire attention? Donc, tu disais bien repérer où est son vélo. Et d'ailleurs même peut-être pour continuer là-dessus, il y a le vélo, mais il y a aussi la nage. Alors encore une fois, si on est sur des formats super sprint ou sprint en général, la bouée elle est pas très loin. Tu la vois, mais c'est vrai que dès que t'es sur du plus long, typiquement sur Ironman par exemple, ta bouée elle est peut-être à 500 mètres devant.
il se peut que il y a un peu de brouillard ou qu'il y a un peu enfin tu vois ça peut arriver ou avec le soleil, avec le reflet, t'as pas forcément une bonne visibilité. Donc parfois c'est bien aussi au-delà des bouées d'avoir un point de repère. Et ça peut être une montagne, ça peut être un arbre, ça peut être n'importe quoi, mais essayer d'avoir aussi ce point de repère. Donc je pense que c'est vraiment important de bien visualiser la course et évidemment faire une petite reconnaissance du parcours si on peut. C'est vrai que ça aide aussi beaucoup. Ouais, je pense que quand on est dans l'eau, on peut voir les plus grands objets derrière ou les plus grands bâtiments derrière lesquels il faut visualiser. Ça m'arrive aussi d'avoir ce réflexe. Justement, à Malibu, il y avait des grosses vagues. Au retour, tu voyais pas forcément. Quand tu lèves la tête, t'as toujours un peu un mauvais timing et tu vois pas vraiment le bord de plage où est l'arrivée. Et justement, là, j'ai aussi visualisé une maison derrière. Qui peut aider. Ouais, ça m'est arrivé aussi à Lima sur une manche de la Coupe du Monde ITU sur un déo. Grosse vague, la bouée en fait elle bougeait, donc je pense qu'il y en a qui ont dû faire 30 mètres de plus que les autres parce que avec le courant la bouée bougeait, donc parfois ouais c'est un peu catastrophique. Et ouais, il faut voir, tu regardes un immeuble sur la plage ou tu regardes un palmier ou un lampadaire ou quoi, mais c'est vrai que ça peut servir. Ok, en T2 est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses? Pas vraiment, il faut simplement avoir préparé les chaussures, enfin pas qu'elles soient pas trop serrées pour pouvoir bien rentrer dedans, je dirais. Ouais, idéalement. Bon là, sur du long ça se discute, mais sur du court clairement tu fais pas tes lacets quoi. Ouais. Mais c'est sûr que sur du long, je pense que t'as meilleur temps qu'elle soit bien serrée, c'est vrai. Ouais, mais donc ouais, parce que sur du court effectivement t'as les lacets élastiques comme on connaît. Et donc ça permet d'enfiler ses chaussures un peu comme des pantoufles. En général t'as pas forcément t'as pas de chaussettes non plus, donc ça va en fait très vite. Éventuellement des lunettes de soleil, une casquette, ou non, même pas le temps. Moi je mets souvent mes lunettes de vélo, enfin mes lunettes sur Ouais, le tu les casque. gardes en fait. Et du coup je les mets pendant que je roule, mais enfin je fais pas vraiment ça souvent en super sprint, mais en sprint oui, je fais tout le temps ça, et je les mets en roulant sous les lanières du casque, et du coup quand j'enlève le casque, j'ai encore mes lunettes et je les garde pour courir. Alors attention, parce que mettre les lunettes sous la lanière du casque, c'est pas toujours recommandé, parce que en cas de chute, tes lunettes restent coincées en fait, et donc si tu te prends quelque chose dans la figure, potentiellement tes lunettes peuvent te blesser. Alors que si tu mets les branches de tes lunettes par au-dessus de la lanière, en cas de chute, potentiellement elles sautent plus facilement, et donc tu diminues aussi le risque de blessure. Donc voilà, il y a un peu deux écoles quoi. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Donc voilà, c'est quelque chose. Bon, c'est plus un truc de cycliste à mon avis, mais voilà, ouais, il y a des moments où effectivement, faut choisir entre la performance, le temps que tu vas gagner dans ta transition et la sécurité. Mais bon, c'est comme les prolongateurs. Hein. Prolongateurs, même sur du long, enfin, je veux dire, ça reste dangereux. Hein. Moi, j'ai eu une chute il y a un an parce que j'étais sur mes prolongateurs. Alors, c'était pas juste à cause de ça. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a coupé la route, mais je veux dire, j'aurais pas été sur mes prolongateurs, potentiellement j'aurais pu freiner plus tôt, je me serais peut-être fait moins mal, je serais peut-être quand même tombé, mais moins violemment. Enfin voilà, donc y a rien à faire. Hein, il y a parfois effectivement ce petit trade-off à avoir quoi. Mais donc ouais, bon, la T2 effectivement est en général un peu plus rapide. Ok, écoute, je pense qu'on a bien abordé le thème des transitions. Toi, tu disais, tu t'entraînais avec ton coach à faire ça, mais c'est encore des choses que tu fais seul aujourd'hui, ou c'est bon, là tu maîtrises, t'as plus besoin de t'entraîner à ça? Oui, enfin on le fait toujours dans les break sessions, quand on fait vélo, course à pied. On fait toujours attention, et je pense que l'entraîneur que j'ai maintenant, Nicolas Montavon, je pense qu'il met pas mal l'accent sur justement les petits détails comme ça. Et ouais, quand t'es en élite, enfin ça pardonne pas les petites choses comme ça, et c'est bête de faire tout le travail, de passer des heures sur son vélo à courir ou nager, et au final de perdre le groupe à cause d'un petit détail comme ça de transition. Donc ouais, il est assez strict sur le fait que faut que ça soit au point ça.
C'est vrai que ça dépend. C'est vrai que ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup des coachs. Moi, je me souviens, par exemple, j'avais eu un coach, c'est le même, hein, qui nous entraînait à faire les transitions. Là, c'était un coach au Pérou. Il nous faisait faire aussi des départs dans l'eau. Parce qu'en fait, des départs depuis la plage où t'es les pieds dans le sable. Et en fait, faut que tu cours dans l'eau. Mais encore une fois, bon, courir à la limite ça va, mais comment tu fais pour bien te positionner aussi? Parce que quand t'as un départ groupé depuis la plage, faut que tu te positionnes correctement, donc parfois faut que tu t'imposes un petit peu, tu vois, même au niveau des épaules. Enfin voilà, c'est faire en sorte de vraiment prendre ta place, courir dans l'eau, faire quelques pas, plonger, puis te remettre debout pour encore faire quelques pas et replonger. Ça, c'est des techniques aussi, c'est des trucs. Voilà, si tu les as pas entraînés, tu le sais pas, tu perds du temps, quoi. Ouais, il y a un point, justement, s'entraîner à starter avec les autres. Mais ça, tu peux aussi faire en piscine, mais je pense que c'est le point, ouais, par exemple, les plages, quand tu as un start sur la plage, chaque plage est un peu différent, comment l'eau, elle devient direct plus profonde ou pas, ou combien de sauts tu peux faire. Je pense que ça, c'est un truc à tester avant la course, quoi. Ça, c'est clair que ça peut faire pas mal la différence. Et puis, si dès le start, t'es un peu derrière, après, t'es, je pense, pas mal bloqué. Alors que si tu prends direct un bon départ, que tu sais combien de sauts il faut faire, etc., t'es direct avantagé d'être bien au départ. Ouais, je me souviens, c'est quelque chose qui m'avait frappé parce qu'on avait fait ces exercices et donc j'étais avec des gars qui étaient, mais ils étaient dans l'équipe nationale tu vois, de triathlon. Bon, moi je suis un humble amateur, donc rien à voir. Les mecs étaient clairement des bien meilleurs nageurs que moi. Mais par contre, moi je m'imposais un peu plus dans la course à pied, mais bon, dans les 30 mètres à faire, hein, donc je courais, je m'imposais un petit peu plus, je me faisais ma place et donc le coach les engueulait et leur disait mais les gars, regardez, lui c'est un mauvais nageur mais il est quand même premier, c'est pas normal. C'est à vous d'être devant parce que du coup vous allez vous retrouver dans ses pieds à lui et ça va pas du tout vous engager parce que lui il est lent, il nage pas bien, tu vois. Ouais, je pense que faire sa place, c'est aussi quelque chose qu'il faut entraîner. Et je pense que dans l'eau, c'est un peu différent que, aux courses à pied, tu fais assez facilement ta place, je trouve. Mais en natation, c'est quelque chose encore que je dois travailler, je crois. Je sais pas si j'ai un peu peur, mais j'ai un peu plus de peine à faire ma place dans l'eau, je crois. Mais c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'était peut-être la natation, c'est là où tu performes peut-être un petit peu moins bien que les autres dans les autres disciplines. Ouais, pour l'instant, c'est mon point faible, c'est le truc que je dois travailler. Je sors toujours un peu sur l'arrière et du coup, la façon dont je fais la course, c'est toujours, je dois un peu rattraper au vélo et ensuite la course à pied. Ça dépend dans quel groupe j'étais en vélo, quoi, ou comment je pose le vélo. Ok, ça marche. Mais écoute, venons-en à la Super League. On l'a déjà mentionné quelques fois, mais voilà. Alors, est-ce que tu peux peut-être déjà commencer par nous définir ce que c'est? C'est quoi la Super League? La Super League, c'est un circuit de 5 courses. C'est un peu un circuit privé où tu dois être, où on doit te demander ou être sélectionné pour faire la course. Il y a 20 garçons et 20 filles au départ. Bon, c'est deux départs différents, hein. C'est deux courses différentes. Cette année, ils ont fait des teams avec des animaux. On représente un animal. Et il y en a 4 filles et 4 garçons dans chaque équipe. Et ensuite, ça fait des points. Ouais, je fais une petite parenthèse, mais ce qui est particulier aussi, c'est que les équipes, c'est pas les athlètes qui constituent eux-mêmes les équipes, quoi. Non, chaque équipe a un manager, un peu. Enfin, oui, un manager. Un peu un capitaine d'équipe, c'est ça? Ouais, exact. Qui choisit les gens qui met dans son équipe. D'accord, donc c'est comme quand on joue au foot à cour de récré quand on était gamin, il y a tu prends 2 capitaines d'équipe et chacun va choisir les joueurs un par un, quoi, c'est ça? Ouais, exact. Il y a 5 équipes et c'est comme ça qu'ils ont fait les équipes, ils ont choisi. Et comment est-ce que le capitaine d'équipe est défini? Alors ça, c'est une bonne question. Je sais pas exactement comment il est défini. C'est les organisateurs de la Super League qui définissent les managers. Par exemple, dans mon équipe, moi je suis dans l'équipe des Scorpions Bahrain Victorious. Et donc le manager, c'est un qui fait partie de ce team. Ok, de cette équipe-là, l'équipe des Scorpions, quoi. De Bahreïn. Ouais. Et parce que du coup, tu te retrouves en fait à courir avec des athlètes que tu connais pas spécialement à la base. Ouais. Pour moi, cette année, c'était vraiment spécial parce que d'un coup, je suis un peu arrivée dans la cour des grands et justement là, à la Super League,
il y a tous les athlètes que, bah, moi, c'est mes idoles, quoi. Enfin, je les ai toujours vus à la télé et je me suis dit, ah ouais, ils sont vraiment hyper forts et tout. À chaque fois que je regarde un triathlon à la télé, après, j'ai un boost de motivation. J'ai envie de faire comme eux. Et justement, bah là, je me suis retrouvée dans la situation que j'ai pris le départ avec eux, ce qui était vraiment spécial pour moi et un peu impressionnant, mais j'ai essayé de pas me laisser trop impressionner et essayer de faire ce que je sais faire. T'as pas eu le syndrome de l'imposteur tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous ici, en fait? Non, bah, en fait, un petit peu, mais je me suis dit surtout, waouh, genre, c'est tellement cool de pouvoir être là, c'est une chance énorme, quoi. Donc, ouais, j'ai plutôt pris ça comme une opportunité de pouvoir justement montrer ce que je peux faire à côté de ces grands athlètes, quoi. Mais ce qui m'a beaucoup plu justement à la Super League, c'est que c'est pas resté justement seulement ces grands athlètes. Comme on passe plusieurs semaines ensemble entre les courses, bah j'ai pu vraiment apprendre à connaître un peu plus ces athlètes et pouvoir discuter avec eux et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des personnalités vraiment vraiment chouettes derrière ces grands athlètes, quoi. Ouais, et c'est aussi un peu un des rôles du podcast, hein, c'est d'aller les rencontrer justement et de comprendre un peu qui est derrière, parce que tu sais, souvent on voit des noms, on voit des noms sur les podiums ou quoi, Ouais, mais les gens pendant la course, ils sont vraiment un peu focus et enfin sur les réseaux sociaux, c'est pas tout à fait tu connais pas vraiment la personnalité de l'athlète et tout ça. Et là vraiment tu peux apprendre à connaître ouais que justement derrière chaque athlète en fait, il y a vraiment une personne à part entière, quoi. Enfin, ouais. logique mais Non, mais je je vois bien ce que tu veux dire. Enfin, tu rencontres l'humain qui est derrière, ouais. au-delà de la tête, quoi. Ok. Et juste dans ton équipe, du coup, les Scorpions, il y avait qui? Il y a Georgia Tyler-Brown, Cassandre Beaugrand, Emma Jeffcoat et chez les garçons bah il y avait Vincent Louis de base mais comme il était blessé maintenant il y a Kenji Nenner, Tyler Mislawchuk, Ryan Fisher, Chris Perham. Bon, enfin, je sais pas si les auditeurs connaissent ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des beaux noms, c'est des noms qui ressortent quand même souvent, donc voilà. Enfin, ce qui est aussi difficile un peu pour moi, c'est que c'était tout en anglais. Oh. C'était quand même c'est un peu une barrière quand même toujours. Ok, oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais bon, en soi, finalement, c'est un peu comme les joueurs de foot qui vont jouer dans des clubs potentiellement à l'autre bout du monde, et où en fait ils se retrouvent avec des joueurs du monde entier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, enfin, c'est clair, ce sera toujours comme ça, hein, ce sera toujours l'anglais la langue principale et bah c'est bien, ça m'a aidé un peu aussi à me rendre compte qu'il faut vraiment que je travaille ça. Mais je pense que rien qu'en 3 semaines, tu peux faire je sais pas si c'est vraiment des progrès, mais j'ai vu quand même à la fin, j'avais quand même plus de facilité à avoir une conversation qu'au début. Comment ça a commencé en fait cette aventure de la Super League? C'est depuis que tu as gagné les championnats d'Europe en super sprint, ou comment est-ce que tu as fait pour te qualifier ou faire partie de la Super League? Bah, je pense y a pas vraiment de qualification, c'est eux qui regardent un peu les athlètes et qui demandent aux différents athlètes. Ensuite, cette année, je pense que c'était pas ça se chevauche un peu avec les courses World Triathlon, les WTCS. Donc il y a quelques athlètes qui ont refusé les invitations et qui ont dit moi je me concentre à 100% sur mon programme avec les points pour les World Rankings parce que justement les Super League ça fait pas encore des points. Bah on perd un peu l'opportunité de faire quelques courses qui donnent des points, mais après je pense que ce que la course peut apporter ça vaut le coup, quoi. Mais ouais, il y a pas vraiment ouais, de qualification. Mais qu'est-ce que ça apporte en fait la Super League? Parce que enfin moi j'ai un peu l'impression que t'as le circuit un peu officiel avec des distances standards où tu peux gagner des points, etc. WTCS par exemple sur des formats un peu plus courts, et puis la Super League c'est un peu
c'est un peu le Koh-Lanta du triathlon, tu vois, avec un truc vraiment très télévisé, avec des équipes, avec des couleurs, machin, et donc c'est un format qui est vraiment très différent. Toi, en tant qu'athlète, ça t'apporte quoi? Bah, en premier, je pense que c'est vraiment quelque chose de fun. Il faut le prendre vraiment un peu comme un jeu, quoi. Bah, ce que ça m'apporte, je pense que ça apporte aussi pas mal de visibilité. Et après, bah aussi, justement, le fait que ça soit des formats courts comme ça apporte beaucoup d'expérience dans les transitions, ou enfin, dans, dans comment tu fais ta course, ou les tactiques de course. Je pense que tu peux pas mal évoluer ça en faisant les Super Leagues. Et ensuite, bah, enfin, faut pas le cacher, il y a quand même aussi de l'argent derrière que tu dis, bon, ben, ouais, il faut bien gagner de l'argent d'une certaine façon, quoi. Il y a des prize money qui sont plus intéressants en Super League par rapport au reste? Plus intéressant, je sais pas, mais oui, il y a pas mal de prize money, oui. Ok, parce qu'on en parlait là, récemment justement avec Lohan Duvoisin qui elle est plutôt sur le cross, et on se posait la question, tu vois, est-ce que en fait en termes de prize money, parce qu'un athlète doit vivre aussi, est-ce que c'est plus intéressant d'aller sur du cross ou sur de la route? Parce qu'on faisait un parallèle aussi avec le cyclisme de route est beaucoup plus financé, beaucoup plus de sponsors, beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus médiatisé que le cross. Et donc du coup, ouais, quid de la Super League. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Super League, c'est justement un format qui est beaucoup plus médiatisé, ou en tout cas qui a été vraiment conçu pour être médiatisé et pour attirer plus de public, quoi. Ouais, justement, ouais. Puis t'as vraiment l'impression d'être un peu comme dans une équipe de football américain, parce que genre tout est un peu organisé pour toi, t'as vraiment rien besoin de t'occuper. En faisant la Super League, tu sais que tu vas débourser 0 francs, parce que ils organisent tous tes voyages, tes hôtels et tout ça, donc tu sais déjà que tu vas pas partir dans les négatifs. Et ensuite, bah, ils te payent aussi, je pense à tous les athlètes, un prize money, enfin, un start. Ouais, il y a une prime juste pour le fait de démarrer la course, et puis après, en fonction de ton classement, tu peux encore gagner plus, quoi. Ensuite, bah, il y a 5 courses. Il y a des prize money assez élevés, mais c'est tellement dense un peu le niveau que pour moi, c'est vraiment difficile. Enfin, je m'imagine pas que je vais gagner la course, donc je me dis pas, ok, donc là, je vais pouvoir gagner 20 000 francs, mais mais les prize money pour chaque course, si tu gagnes la course, c'est 20 000 dollars. Si tu gagnes le overall, tu gagnes 50 000 dollars. Et après, il y a du prize money jusqu'à chaque fois la 10e place. Et ensuite, il y a aussi des prize money par discipline. Parce qu'il y a aussi des points à chaque fois. Si tu fais le vélo, un tour de vélo le plus rapide, ou un tour de natation le plus rapide, ou de course à pied, à chaque course, tu accumules des points avec ça. Mais le problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est seulement les 3 premiers qui reçoivent les points. Et souvent, ouais, les temps, ça se joue vraiment à rien si t'as les points ou pas. Mais là, tu reçois aussi 15 000 si t'as le swim jersey, ou bike jersey, ou run jersey. Et ensuite, il y a aussi par équipe, il y a un prize money par équipe que tu te partages dans l'équipe. Et là, bah, si t'es dans l'équipe qui gagne, c'est 120 000 que tu te partages dans l'équipe. Ouais, donc c'est quand même pas négligé, parce que et vous êtes combien sur une Super League, sur une manche de Super League? On est 20 au départ. 20 au départ, bon, par rapport à, je sais pas, tu vas sur Ironman, t'es plutôt 2000, quoi, tu vois. Donc, Ouais, bon, après, clairement, hein, c'est pas la même chose. Enfin, si tu regardes juste les pros, c'est pas la même chose, mais quand même, sur 20 personnes, allez, c'est quand même des beaux prize money. Oui. Sur 20, enfin, t'as quand même des chances de repartir avec quelque chose, donc ouais, il y a quand même un intérêt financier. Ouais, exact, ouais. Super League, je pense que c'est quelque chose qui a toujours, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui comprennent vraiment complètement comment ça fonctionne, parce que t'as plein de types d'épreuves très différentes, à plusieurs endroits dans le monde. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, même ma famille était un peu perdue. J'ai cru que t'allais me dire, même moi je suis encore un peu perdu, donc je me serais posé des questions. Mais... avant la première course, enfin avant de se réunir à Londres, là, j'étais encore un peu
perdu, où je connaissais pas encore tout à fait toutes les règles. Ok, bah donc explique-nous un petit peu, parce que tu nous parles de Londres, tu nous as parlé de Malibu, je crois que tu étais à Toulouse aussi il y a pas longtemps. Ouais. Donc voilà, comment ça marche? Donc ça marche en 5 étapes. Il y a 5 courses. Les 3 premières, c'était 3 week-ends à la suite. Ensuite, on a eu un week-end de pause, un week-end à Toulouse. Et là, dans un mois, donc fin octobre, on a la finale qui est à Neom, en Arabie Saoudite. Donc à chaque fois, c'est c'est un format différent. Il y a 3 formats. Il y a le enduro, où c'est simplement 3 triathlons à la suite, donc sans pause. Ok, attends, juste pour revenir, donc en gros, ça veut dire que c'est l'entièreté de la Super League dure 5 semaines, c'est ça? C'est 5 week-ends, ouais. Mais il y avait 3 courses à la suite, donc c'était un bloc de 3 semaines, où là, on a voyagé presque tous ensemble. Ensuite, là, il y avait une pause de un week-end où chacun rentrait chez eux. Certains étaient chez... Ceux qui viennent d'Australie, ils sont pas rentrés en Australie, quoi. Et ensuite, il y avait Toulouse, où là, à chaque fois, avant la course, tu dois arriver le jeudi, et la course, elle est le samedi ou dimanche. Enfin, souvent le dimanche. Et Neom, on va aussi partir tous ensemble le mercredi. Ok, mais donc il y a vraiment un truc qui se crée pendant ces 5-6 semaines avec l'équipe, quoi. Ouais, bah, on passe quand même pas mal de temps ensemble avant les courses. Souvent, tu dois être longtemps avant les courses et tout ça. Il y a un peu des événements aussi là avant la course. Bah, à Toulouse, par exemple, c'était vraiment sympa l'ambiance parce qu'on a fait des activités, on est allé voir des enfants et après on a une présentation au milieu de la ville de Toulouse samedi, donc le jour avant la course. C'était sympa. Mais donc, ok, et alors, donc, tu me disais, au niveau des formats, tu avais donc l'enduro. Ouais, il y a l'enduro. Attends, et l'enduro, ça, c'est ce que tu disais, c'est 3 fois un triathlon, quoi. Ouais, sans pause entre deux. Donc, C'est ça, donc tu enchaînes swim, bike, run, swim, bike, run, swim, bike, run. Exact, ouais. Et sur des distances de... C'est 300 mètres, 4 km en vélo et 1,6 en course à pied. Donc ça, c'est les super sprints, quoi. Donc c'est enchaîner 3 super sprints, l'un back to back, quoi, l'un après l'autre. Ouais, exactement. Ensuite, il y a le triple mix. C'est une fois tu fais le triathlon dans le bon sens. Donc, normal, un super sprint. Ensuite, on avait 3 minutes de pause. Bon, la première fois qu'on a fait, on avait que 2 minutes de pause. Ils changent aussi un peu. Ils sont vicieux. Mais ça veut dire parce que 2 minutes de pause, mais potentiellement les derniers, ils arrivent 2 minutes après le premier, c'est possible? Non, parce que il y a une règle. Si t'es 90 secondes après le premier, à n'importe quel moment de la course, t'es éliminé. Ok, dans tous les formats. Ouais. Et donc du coup, j'imagine que ça va quand même assez vite parce que allez, un super sprint, tu disais, c'est 30 minutes. Ouais, bah souvent à l'arrivée, on est 12-13 à finir la course. Sur les 20, quoi. Ouais. C'est ça, donc t'as quand même, allez, t'as 40% des athlètes au départ qui vont être éliminés, quoi, en fait. Ouais, bah c'est pour ça qu'il faut partir à fond, quoi. Ok. Ce qui explique le pourquoi est-ce qu'il y a du spectacle. Ouais. Ok. Dac. Et donc le triple mixte, donc tu disais c'est un triathlon dans l'ordre et puis dans le désordre, ouais, avec à chaque fois 2 minutes de pause. Le deuxième, c'est dans l'autre sens, donc course à pied, vélo, natation. Ensuite, après celui-là, on a 4 minutes de pause. Et le start pour le dernier, c'est par rapport au temps auquel t'es arrivé les 2 triathlons d'avant. Donc, si je suis arrivée au premier 30 secondes après la première et après 40 secondes après la première, ben, je pars 1 minute 10 après la première. Donc D'accord. C'est un start course-poursuite. Et le dernier, bah, c'est vélo, natation, course à pied. Donc ouais, c'est un mix. Ouais, c'est spécial parce que du coup, c'est vrai que tu termines ton vélo, tu laisses ton vélo dans le truc et puis en fait tu dois mettre tes lunettes, machin truc. Bon, forcément, il y a pas de néoprène. Ouais. Et là, tu cours et tu te lances dans l'eau, quoi. Ouais, d'ailleurs, la sensation de replonger dans l'eau après la course à pied ou le vélo, enfin après un effort debout, ça fait du bien. C'est vraiment bizarre, c'est pas agréable. Non. Ouais, c'est différent. Les jambes, t'as l'impression de pas avoir d'énergie, tu tournes juste les bras, c'est un peu spécial.
Ah ouais, oui, c'est vrai que t'as plus des jambes, effectivement. Ok, donc ça, c'est le triple mix. Et le dernier, c'est quoi? Et le dernier, c'est éliminatoire. Après chaque course, les 3 derniers sont éliminés. Et c'est quoi comme course, du coup, là? Là, c'est 3 triathlons normal, aussi format 3 super sprints, quoi. 3 super sprints, ouais. pardon. Et à chaque fois, il y avait 4 minutes et 6 minutes de pause entre l'arrivée et le start. Ouais. Aussi avec un départ, le 3e stage, départ avec le temps que tu avais de retard. Oui, c'est ça. Donc c'est important okay, justement, il faut pas oublier que c'est important que le premier et le deuxième, il faut pas simplement penser, il faut pas me faire éliminer. Il faut aussi penser que ça compte déjà le temps pour le dernier. Et ça peut vite arriver que tu te fais éliminer avec 90 secondes quand tu accumules le retard que tu avais sur déjà 2 autres triathlons, quoi. Ouais, donc en fait, c'est un format où t'as jamais de répit, quoi, parce qu'il y a pas un moment où tu peux te dire, allez, c'est bon, ça va, je suis sur le podium, je suis déjà content. Non, Ouais, chaque seconde compte, quoi. ouais, ça arrive tellement vite. Ouais. Et après, il y a encore des petites particularités avec justement les 2 premiers stages. À chaque fois, ils prennent il y a un classement de natation, un classement de vélo et un classement de course à pied. Et aussi, à chaque fois, au premier stage, tu peux gagner des short chutes pour ton équipe. Je sais pas si c'est un peu compliqué d'expliquer tout ça. Alors, tu peux gagner quoi? Tu gagnes des points pour ton équipe, c'est ça? Non, tu gagnes des short chutes, des short Ah oui, non, c'est vrai que non, mais oui, effectivement, ça vaut la peine c'est un truc qu'on voit parfois. Alors ça peut paraître bizarre quand on connaît pas, mais il y a en fait, tu as le droit de prendre des raccourcis sur le parcours, quoi. Donc en fait, c'est au premier stage, donc à chaque fois le premier triathlon que tu fais dans n'importe quel format qu'il y a, c'est le premier qui passe la ligne de la sortie de natation, le premier qui passe la ligne en partant pour la course à pied, donc après le vélo, et le premier qui traverse la ligne après la course à pied. À chaque fois, donc à ces 3 lignes, tu peux gagner, si tu es le premier qui passe la ligne, tu gagnes un short shoot, mais tu gagnes le short shoot pour ton équipe. Un shortcut? Un shortcut, si tu veux. Oui, c'est ça, le shortcut, le raccourci. Ok, d'accord. Et du coup, tu gagnes un pour ton équipe. Et ensuite, c'est le manager de ton équipe qui décide à qui il le donne pour le dernier round, pour le dernier stage. Ouais, donc c'est quand même stratégique. Ouais. Bah ouais, aussi, le manager, il doit regarder s'il le donne à quelqu'un et cette personne, elle se fait éliminer, ben, tu perds un short shoot, quoi. Donc, tu dois vraiment analyser comment la course va se passer. Et tu dois donner en avance. Donc, au deuxième stage, tu dois dire qui de ton équipe va prendre le short shoot. Après, bah, les short shoot, c'est pas non plus, tu gagnes pas beaucoup, hein. Tu gagnes quoi, 3 secondes ou 4 secondes. Oui, c'est juste des... Et après, sur un parcours comme ça, bah, ça peut faire une différence, c'est clair. Ouais, mais souvent, t'as une grande ligne droite avec un U-turn, hein, donc où tu fais demi-tour, et puis, ceux qui ont justement ce shortcut, bah, ils peuvent prendre le demi-tour, je sais pas, 20 mètres avant, quoi. Pas 20 mètres. 5 mètres. Ouais, ok. Bon, 5 mètres. Mais, enfin, oui, c'est vrai que ça va tellement vite, en fait. 20 mètres, c'est énorme pour ces formats-là. Ok. Et donc ces trois formats de course, tu les enchaînes sur une même journée. Ouais, sur la même heure. Ouais. Ah, comment ça? Les 3 formats de course, ou comment ça? Oui, non, je veux dire, bah, donc tu as l'enduro, le triple mix et l'éliminator. Ouais. Et donc ça, tu les fais les 3 sur le même jour, le même week-end? Non, c'est chaque week-end, c'est un différent format. Il y a que. Ah, d'accord, course. ok. Ouais. Ok. Et donc là, pour l'instant, t'as fait, alors dis-nous, là, t'as fait ces 3-là. T'as fait quoi comme lieu, là, pour l'instant? Donc là, on a déjà fait Londres, où c'était triple mix. Munich, c'était enduro. Et Malibu, c'était éliminatoire. Et Toulouse, c'était triple mix. D'accord, ok, donc ça Désolée, recommence. Je m'embrouille toute seule. Ok. Ouais, non, mais il y a de quoi faire des nœuds dans le cerveau là, avec tout ça. Ok. Et justement, le dernier, là, la finale, ça sera enduro à Neom. Ok, c'est ça. Et donc chaque week-end, tu gagnes des points. Enfin, ton équipe gagne des points et toi, tu gagnes des points en tant qu'athlète. Ouais, exact. Ok, pour la finale, d'accord. Ok, très clair. Enfin, j'espère. J'espère aussi, ouais. C'est un peu difficile à expliquer. Même moi, dans les briefings et tout ça, ils ont dû expliquer la première fois, ils ont quand même expliqué 2-3 fois parce que
t'aimerais bien être vraiment sûr de ce que t'as compris, et en plus c'est en anglais, donc on m'a aussi répété 2-3 fois pour que je puisse bien comprendre toutes les règles. Ouais, je peux imaginer. Et sur des formats plus courts comme ça, style Super League ou même peut-être, enfin Super Sprint de manière générale, j'ai quand même l'impression que t'as beaucoup plus de chutes à vélo. Ouais, bah t'es plus dans la précipitation et tout va vite et chaque virage compte, donc chaque virage Ouais, t'essayes. puis c'est des virages en épingle, c'est des trucs que t'as pas du tout sur du long, quoi. Ouais, Du long en général, tu peux avoir des virages où tu dois un peu freiner évidemment, mais ça reste quand même assez roulant par rapport au cours, quoi. après bah c'est un peu justement un format qui est fait pour qu'il y ait du buzz, pour qu'il y ait des choses qui arrivent, des gens qui tombent, un peu des dramas, tu sais. Donc ils font exprès pour qu'il y ait un peu des histoires à raconter et tout ça. C'est assez drôle, ouais. Ouais, bah c'est vrai, enfin, typiquement c'est quelque chose qui a été conçu pour la télé, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est quelque chose, c'est pour les spectateurs et il Ouais, faut effectivement, bon, c'est moche, mais effectivement, s'il y a des chutes, bah ça va plus, ça va mettre de l'action, ça va mettre un peu de spicy bah c'est ça. dans la course, quoi. Bah, c'est un peu dommage quand même de se dire qu'il faut faire tomber des athlètes et potentiellement les blesser pour que ça plaise aux... Enfin, tu vois, je suis quand même un peu partagé, quoi, au Ouais, niveau du... je vois ce que tu veux dire. Après, bah enfin, ça peut arriver dans n'importe quelle course, mais c'est vrai que les conditions sont faites pour que ça puisse encore plus arriver, mais je pense pas que le but c'est qu'il y ait des gens qui tombent vraiment. Mais Non, j'imagine, mais inconsciemment, allez, indirectement, c'est quand même... c'est ce qui peut arriver, Enfin, ouais. en tout cas, t'as plus de prise de risque, on va dire, sur ce genre de parcours, quoi. Après, j'imagine effectivement qu'ils vont pas te mettre des feuilles mortes dans les virages juste pour le fun. Non, 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 pareil, il balaye aussi hyper bien chaque virage à part ça, hein. Ça marche. Ok. Bon, bah écoute, on te souhaite tout le meilleur pour la finale, du coup. On est au moment où on enregistre, on est à la mi-octobre 2022, donc bon, je dis ça parce que potentiellement il y a des gens qui écoutent les épisodes des mois plus tard, voire des années plus tard, donc voilà. Au moment où l'épisode sortira, d'ailleurs, on connaîtra déjà peut-être le résultat. J'ai pas la date exacte en tête. Ok, bon, on a fait un beau tour d'horizon. Toi, tu te vois évoluer comment dans le triathlon sur les années à venir? Parce que j'imagine que, encore une fois, là, t'es sur du très court parce que bah ça correspond aussi peut-être avec ton âge. Tu te vois partir sur du long? Bon, sur les Olympiques, oui, de toute façon, bah, enfin, j'ai le rêve olympique Paris 2024, donc c'est mon gros objectif en ce moment. J'aimerais pas trop me focuser là-dessus parce que je pense que si ça doit venir, ça viendra et je donne juste le meilleur que je peux maintenant pour que ça marche bien. Mais vraiment le plus long, donc Ironman ou comme ça. C'est drôle parce que souvent les gens ils demandent, quand tu dis que tu fais du triathlon, tout le monde te demande: ah, alors donc tu vas faire un Ironman, tu vas faire un vrai triathlon, un entier. Là, mais ah là là, c'est quoi cette question? Mais je sais pas vraiment. Je dois dire que pour l'instant, c'est pas du tout ce qui m'inspire. Après, je pense que je vais faire du sport toute ma vie et même après ma carrière en élite, je vais continuer à faire du triathlon. Donc peut-être que d'un coup, je passerai sur des plus longues distances, sur Ironman et j'aimerais bien ça. Je viendrai peut-être élite dans ça, j'en sais rien. Ouais, c'est pas un truc, c'est pas un rêve comme ça. Tu te dis pas un jour je veux absolument avoir coché la case Ironman, quoi. Je pense que je le ferai quand même pour pouvoir cocher la case, ouais. Mais c'est pas vraiment mon grand rêve, non. J'ai plus le rêve olympique, ouais. Ouais, puis bon, en même temps, je pense que t'as encore quelques belles années à faire sur le cours et tu pourras encore bien performer Ouais, j'espère. avant de passer à quelque chose un peu plus long et lent. Ouais. Bah ouais, je pense que dès qu'on part sur le plus long, après, les fibres des muscles se transforment et tu peux plus être autant explosif, quoi. Donc, je pense qu'il y a pas vraiment Ouais, de, le retour en arrière est plus difficile. Bon, après, maintenant, il y a les Norvégiens et tout, Blumenfeld et tout, Gustav qui font ça, donc
Donc on peut plus vraiment dire ça, mais je crois que pas tout le monde serait capable de changer comme ça de format. De manière générale, le sport d'endurance il y a beaucoup de choses, tu vois, qui étaient un peu des mythes, tu vois, il faut avoir un certain âge pour faire du long, etc. On parle justement des fibres musculaires qui sont plus qui vont te permettre d'avoir justement des aptitudes plus ou moins importantes sur du court ou sur du long. Et en fait, on voit justement que il y a quelques gars comme ça qui te démontrent que non, les mecs peuvent être champions du monde sur Ironman et en même temps gagner les JO, tu vois, ouais. En distance olympique. Donc on voit des trucs comme ça. Pareil avec là Hawaï récemment, Sam Laidlaw. Je crois qu'il avait 23 ans quand on a enregistré, il en a peut-être 24 maintenant, mais enfin tu vois, il a fait deuxième quand même. C'est le genre de truc, il y a des années, on se dirait non, c'est pas possible, tu vois. Ouais, donc ouais, il y a quand même pas mal. Je trouve que les croyances sont un peu chamboulées. Donc c'est assez intéressant, mais ça évolue énormément quoi. Les chronos sautent les uns après les autres. C'est assez impressionnant ce qui se passe. Ouais. Bon, je pense que justement le triathlon, ça évolue tout le temps, il perd beaucoup en ce moment, vu que c'est un sport plus neuf que d'autres. Oui, c'est un sport qui est assez récent, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que là, ces quelques dernières années, ça bouge beaucoup, quoi. Ouais. Ça bouge beaucoup. Et d'ailleurs, voilà, la Super League, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Aux Jeux Olympiques, on a une nouvelle discipline aussi, hein, le relais mixte. Là où avant il y avait que la distance olympique, là maintenant on a le relais mixte, donc par équipe avec hommes-femmes. Voilà, ça c'est des choses qui sont complètement nouvelles quoi. Et le triathlon par équipe de manière générale, que ce soit via la Super League ou le triathlon en relais, pareil, c'est aussi quelque chose qui qui existait avant, mais qui commence un peu à s'officialiser quoi, tu vois, comme comme discipline. Bon. Après, je pense que tu crées un peu un lien d'équipe, mais le triathlon, ça reste quand même un sport individuel où chacun fait sa course un après l'autre, et peu importe si tu t'entends pas bien avec celui qui a fait le triathlon juste avant toi et qui te donne le relais, c'est quand même la course reste quand même individuelle. Mais c'est vrai que ça fait un gros changement dans la dynamique de la course quand t'es un relais et que tu startes pas tous en même temps quoi. Enfin, tu startes quand l'autre il arrive. Eh ben écoute, c'était un beau tour d'horizon. Ouais, effectivement, très très bel épisode où vous êtes bien rentré dans le détail un petit peu de la courte carrière pour l'instant de Katia, mais qu'on espère voir de plus en plus longue, même si tu as déjà finalement 10 ans d'expérience dans le triathlon. Et puis avec pas mal de précisions, notamment sur les différentes épreuves que tu as déjà pratiquées. Je pense que ça peut être intéressant de voir ce que tu peux donner sur du plus long, voire du beaucoup plus long, mais on aura bien compris, c'est pas forcément tout de suite dans tes objectifs. Il y a quand même une question, parce que là, vu que le réseau est revenu, je peux enregistrer avec vous. Il y a la question qu'on pose systématiquement dans ce podcast avant de le clôturer. Ce podcast s'appelle Devenir triathlète. Et pour toi, Katia, à ton avis, quel est le meilleur moyen pour devenir triathlète, que ce soit sur du court, de l'ultra court ou du long? Je pense pour devenir triathlète, mais pour devenir un athlète en général ou faire du sport en général, il faut vraiment suivre ses envies et suivre sa motivation, parce que c'est ce qui va faire que ça marche ou que ça marche pas. Je pense bien s'écouter, bien écouter son corps. J'ai pu éviter pas mal de blessures cette année, justement en écoutant dès que le corps donne des infos. C'est pas anodin. Faut vraiment écouter toutes les infos qu'on reçoit et adapter, toujours adapter les entraînements qu'on fait, adapter si ça va moins bien, parce qu'il y a toujours plein de facteurs dans la vie personnelle et tout, etc. Donc ouais, je pense que c'est les deux gros points. Et faites-vous des amis dans le sport. Le triathlon, c'est cool pour se faire des connaissances. Et est-ce que du coup, tu crois que se faire des connaissances, partager les entraînements, alors en plus sur les distances très courtes, courir en équipe, ça contribue aussi à ton envie de continuer à t'entraîner, à performer et à progresser?
Oui, je suis sûre. Parce que je suis pas quelqu'un de solitaire. J'aime beaucoup le contact humain et je pense que aussi pour les entraînements, tu arrives beaucoup plus te pousser quand t'es dans une équipe et quand t'es avec les autres. Et je pense que ça fait la différence si t'es bien entouré ou pas. Ouais, du coup, c'est un élément qu'il va falloir ajuster si tu fais du long ou de l'ultra long. C'est que là, tu seras vraiment toute seule. Donc, tu ne pourras plus, en tout cas en compétition, compter sur les autres. Ouais, alors c'est peut-être aussi pour ça que je suis pas encore prête ou pas encore assez mature pour faire des vrais trucs vraiment plus longs parce que je sais pas si j'arriverai à tenir le coup autant long seule. Et d'ailleurs, j'admire beaucoup les gens qui peuvent le faire. Mais après, peut-être que quand t'es dans une course, tu te mets dans ta bulle et ça va tout seul. Je sais pas. Bon bah écoute, en tout cas, on suivra ça de près et nos auditrices et auditeurs également. D'ailleurs, s'ils veulent suivre un petit peu ta progression, s'ils veulent rentrer en contact avec toi, s'ils veulent échanger avec toi suite à cet épisode, quel est le meilleur moyen pour partager avec toi? Le meilleur moyen, je pense, c'est sur Instagram, katia.cher. Et ouais, vous pouvez m'écrire. Je suis ouverte à la discussion. Bon, on mettra tout ça de toute façon dans les notes de l'épisode. Juste rappeler ton nom de famille, Cher, comment est-ce que ça s'écrit pour ceux qui ne seraient pas helvètes et qui se poseraient la question? Cher, SCHA-R. Mais sur Instagram, c'est AER. Ok, bon, c'est bien. Tu brouilles un peu les pistes. On mettra de toute façon l'adresse de ton compte Insta dans les notes de l'épisode. Bah écoute, merci beaucoup Katia. Olivier, merci d'avoir maintenu cet épisode eu égard aux conditions techniques désastreuses de mon côté. Je vous souhaite une bonne continuation. Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Yes, à la semaine prochaine. Salut Katia. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.